RDS et Balco présente le petit paquet. Ben oui, On est de retour. On est de retour et on se souvient, justement, comme on peut le voir avec nos petites fleurs, on se souvient de la douce époque où on faisait à chaque semaine une émission à 3. Mais oui. J'ai espoir que ça va revenir, mais bon, des conflits d'horaires, ils se multiplient cette saison-ci. C'est compliqué la vie de famille, la vie de travail, la neige, l'Halloween en double. Fait qu'on a sauté une semaine, puis là, on est juste nous deux. Ben, c'est ça. Je pense que François a été retardé à cause de son vol. À cause de son... c'est ça qui se passe. Ça doit être ça. Puis, selon les rumeurs, il se sent pris en otage. Il se sent pris en otage. Donc, François est coincé sur le tarmac à l'aéroport d'Hochelaga. Nous, on est en studio pour faire le survol de... Écoute, là, on a 2 semaines de lutte à couvrir, mais on va être un petit peu sélectif. Je pense qu'on va y aller de façon prioritaire. Et, ben écoute, le sujet qui était un peu sur toutes les lèvres depuis jeudi dernier... Non, ce n'est pas le report de l'Halloween, mais bel et bien le Crown Jewel présenté à Djihad en Arabie Saoudite. Même si on fait beaucoup d'efforts pour ne pas parler de cet événement-là, avec tout le drama qui a entouré ça la semaine dernière, c'est difficile de l'éviter. Ben écoute, on voulait ne pas le regarder comme d'habitude, puis juste faire comme si c'était un house show sans conséquence. Moi, je n'ai pas regardé l'événement. Ça c'est clair. À ma défense, moi, j'ai jeté un coup d'œil parce que je voulais voir le combat féminin. Okay. Donc, j'étais au travail, j'ai ouvert un moniteur, puis ça roulait. J'étais plus ou moins attentif, donc j'ai vu le début, évidemment, et je suis resté jusqu'à temps qu'il y ait le combat des femmes, et après ça, j'ai fermé tout ça. Et c'était quand même assez tard dans le gala, donc j'en ai vu J'ai vu une bonne partie, j'ai pas de temps à regarder. Évidemment, avec les événements qui se sont passés, on a su ce qui est arrivé. Et je pense qu'on va commencer par ce qui se passait à l'extérieur du ring. Parce que oui, il y a eu des trucs avec conséquences pour la suite des choses. Mais là, il faut parler de la relation d'affaires / diplomatique entre la WWE et l'Arabie Saoudite. Une relation qui ne manque pas de rebondissement. La relation ne manque pas de rebondissement. C'est le 4e gala, si je ne me trompe pas, en Arabie depuis le début du partenariat. Donc, ils sont au cœur d'une relation qui devait durer 10 ans, qui va probablement durer 10 ans parce que là, ils ont renouvelé et même doublé la mise par rapport à l'offre initiale. Même si vendredi matin, on entendait que c'était fini, ça s'était tellement mal passé qu'il n'était plus question que la WWE retourne en Arabie. À la limite, moi, quand je voyais cette nouvelle-là, je suis comme, bon, enfin, ils ont fait un gamble, ça leur a pété d'en face. Finalement, ça ne fonctionne pas. Tant mieux, on va juste oublier ça. Mais non, le lendemain, on annonce une extension du partenariat. Oui, ben, en fait, le partenariat a la même durée, c'est qu'ils vont doubler les événements à l'intérieur de la durée. Donc, 2 événements annuels au lieu de 1. Et là, c'est là où le bordel prend. Fait qu'on va y aller avec les faits de ce qui est arrivé premièrement. Après le gala de Crown Jewel, donc on est jeudi le 31 octobre, les lutteurs devaient rentrer en Amérique pour la présentation de SmackDown qui était en direct de Buffalo. Le lendemain. Le lendemain. Donc il fallait revenir assez rapidement. Il y avait des vols de prévus à l'aéroport pour sortir les lutteurs tout de suite après le gala. Et là, il y a eu un conflit. Factuellement, le vol prévu pour les lutteurs est demeuré entre 6 et 8 heures supplémentaires stationnés à l'aéroport. On nous a parlé d'un problème mécanique. Les lutteurs qui étaient dans l'avion, ceux qui ont communiqué avec des gens à l'extérieur, ne savaient pas c'était quoi le pourquoi du comment de la situation. Donc, ils entendaient bris mécanique. D'autres pensaient qu'ils étaient retenus en otage parce qu'on est en Arabie, parce que c'est un sujet sensible, c'est un dossier qui est chaud. Puis, il y a un précédent avec le journaliste qui a été assassiné. Donc, il y a déjà un climat hostile à la base. Puis il y avait de la tension même avant ça, parce qu'on a appris qu'en fait, lorsque la WWE s'est pointée en Arabie Saoudite, il n'y avait toujours pas reçu une scène de tous les événements, en fait, qui avaient eu lieu lors des dernières années. Donc, l'Arabie Saoudite leur devait quelque chose comme 200, 300 millions, je ne sais pas, comme une trolley de dollars. Et donc là, ça a créé de la tension. Ça a même fait en sorte que Vince McMahon, qui était sur place, a décidé de retarder l'entrée en ondes du gala pour le public de l'Arabie Saoudite. Donc, tu sais, forcément, là, quand tu étais backstage à Crown Jewel, ça devait pas être des gens qui se promenaient avec le sourire. Là. Il devait y avoir énormément de tension. Donc, on peut comprendre que les lutteurs qui étaient retenus à l'aéroport se soient posé la question, ben, est-ce qu'on est en train de payer nous-mêmes pour, justement, les tensions diplomatiques qu'il y a entre la compagnie et le gouvernement local? Oui, puis ça,
ça, c'est une version, parce qu'en plus, on n'a pas la vraie version. Mais il y en a tellement qui coexistent. Notamment, le montant d'argent diffère beaucoup. Il y en a qui parlent d'une centaine de millions, il y en a d'autres qui parlent de 60. Il y en a qui disent que c'était dû avant la fin de la journée, donc l'Arabie n'était pas dans le tort, il n'avait juste pas encore fait le chèque. Mais quand on est dans l'ordre chronologique des événements, on sait que Vince McMahon a quitté, lui, avant les lutteurs dans probablement son avion privé, donc avec son entourage proche. Et on sait aussi que certains lutteurs ont été bookés dans un autre vol pour rentrer en Amérique avant les autres. Et ça aussi, ça a créé une tension. Donc là, on parle de Roman Reigns, Brock Lesnar, Hulk Hogan, Jimmy Hart, tout ça. Il y en a qui c'était prévu. Tyson Fury. Brock Hogan et tout ça, c'était prévu qu'ils rentrent dans un vol privé. Mais d'autres lutteurs ont été sélectionnés à la pièce dans un autre vol pour rentrer en Amérique. Donc ça a ajouté une couche de malaise de ben non, vous nous laissez poireauter en Arabie pendant que vous jouez au plus fort la poche. Donc là, on n'aura probablement jamais ce qui s'est passé. Parce que d'un côté, on a Vince McMahon qui est très, très secret et qui garde tout dans sa veste. Et de l'autre, la famille royale saoudienne. Qui, j'imagine, a encore plus de squelettes dans le garde-robe que Vince McMahon au fil des années. C'est difficile, peu importe les versions officielles du gouvernement saoudien, c'est difficile de prendre quoi que ce soit au sérieux, c'est de leur part. Donc là, tout ça ajoute au fait que déjà les shows en Arabie sont répréhensibles à cause des conditions sociales et politiques du pays, que c'est un appât du gain clair et net, et que là, on a eu un combat féminin comme un petit nanan de, voyez, on fait du progrès, on fait avancer les choses. J'avais vu dans un article l'expression sports washing, en fait, comme justement, on utilise le sport pour donner l'illusion que les femmes en Arabie Saoudite font des progrès dans leurs droits, alors que bon, tout ça demeure relativement une illusion. En tout cas, on vit pas nous-mêmes en Arabie Saoudite, là, on n'est pas sur le terrain pour constater ça ressemble à quoi, mais de ce qu'on peut voir en se promenant un petit peu sur Internet, c'est pas nécessairement très progressiste. Du moins, pas aussi progressiste qu'ils tentent de nous le faire croire avec des événements comme celui-ci. Non, puis tu sais, on pourrait juste avoir l'air d'être à gauche et très « Ah, ouais, ils font pas ça correct ». C'est qu'il y a des lois là-bas qui dictent des restrictions. Donc, c'est pas juste une impression de « Non, c'est écrit noir sur blanc que les femmes peuvent pas faire tel truc ». Donc, c'est comme rendu là, il n'y a pas place à interprétation, c'est rétrograde. Et là, de ce climat-là est émané ensuite la mauvaise presse. Le prix en bourse de la WWE a descendu. Okay, ouais. Donc là, ça a l'air que l'annonce, pourquoi on a doublé la mise avec l'Arabie, c'est qu'ils ont reçu finalement l'argent qui était dû et que là, c'était pour rassurer le board, le bureau des investisseurs, le conseil d'administration, comme quoi les revenus allaient augmenter. Donc, en doublant la mise, on ajoute des revenus à la tarte. Donc, c'est une tentative de remonter le prix du marché en bourse. Donc, tout ça, là, on parle juste d'affaires. On parle d'argent, de business et de Vince McMahon qui grossit l'empire WWE. On parle même pas de lutte, là. Non. Tout ça, là, c'est juste des gros égos, des gros chèques, des gros sacs pleins de pesetas qui se transigent alors que le public est un peu tenu en otage parce que là, tout le mois d'octobre a été consacré à Crown Jewel. Malheureusement. Les lutteurs sont pris en otage d'une autre façon en Arabie à cause de Crown Jewel. Et on se retrouvait à SmackDown Live le lendemain. Probablement le meilleur SmackDown Live depuis le passage à Fox. Un mal pour un bien. Mais qui est quand même un SmackDown de bouche-trou où là, c'est comme, hey, il faut se revirer sur un 10 cents. On va faire quelque chose, on va aller chercher les gars de NXT pour faire une invasion. Ils ont quand même été relativement chanceux dans la mesure où, dès la veille, ils avaient déjà annoncé dans le cadre de Crown Jewel que la thématique de Survivor Series de cette année serait non seulement le classique Raw vs. SmackDown, mais Raw vs. SmackDown vs. NXT. Donc ça ajoutait quand même une curiosité, du moins pour moi, une espèce de vent de fraîcheur, et on en avait comme cruellement besoin ces temps-ci, parce que ça faisait comme un mois ou deux là, que la WWE, là, c'était très difficile à suivre en termes de qualité de la programmation. C'est un petit peu l'étincelle qui a contribué à, disons, rallumer mon intérêt pour la compagnie. Et là, justement, étant donné qu'on avait déjà annoncé ça, on avait le beau jeu de planifier une espèce d'invasion de NXT dans le cadre de SmackDown. Je ne sais pas à quel point c'était déjà prévu pour cet épisode-là. J'en doute parce que de ce qu'on entend aussi, c'est que les lutteurs de NXT qui étaient sur place ont été amenés dernière minute aussi dans un vol. Je pense que l'émission était commencée puis était encore à l'aéroport à peu près. Donc ça s'est fait vraiment très, très, très rapidement. Mais comme tu dis, ça a donné lieu à un épisode de SmackDown qui était particulièrement rafraîchissant.
on était en droit de s'attendre justement à une programmation rafraîchissante avec le passage à Fox. Finalement, force est d'admettre que c'est la même maudite affaire qu'auparavant, mais là, il y avait quelque chose justement de nouveau. Un main event, Daniel Bryan contre Adam Cole. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? En plus, le match était solide et le gala était bien booké, en fait. Je pense que c'était difficile, vu les circonstances, de faire autrement que de faire gagner systématiquement tous les lutteurs et lutteuses de NXT, ou du moins de les faire bien paraître pour leur donner une crédibilité aux yeux de ceux qui suivent pas ce produit-là. Mais je trouve que ça a été fait de façon crédible, sans nécessairement que les lutteurs de SmackDown aient l'air moins forts. Je pense que non, vraiment, on sentait les mains de Triple H dans cette émission-là et ça a fait du bien. Ouais, ben c'est ça. Je pense que Triple H s'est fait donner les clés du véhicule dernière minute, puis comme fait quelque chose. Et la E a beaucoup de défauts, mais nous a souvent démontré que quand il arrive des bad luck, des imprévus, ils savent se revirer. Quand un champion se blesse, quand une carte tombe à l'eau, quand la montée d'un compétiteur. Ils sont capables. L'année passée qui était lié à la blessure de Ali. Et c'est souvent le meilleur qui sort de ces situations-là. Et là, le meilleur a été NXT, a été Adam Cole, a été Tommaso Ciampa. Et ça nous a, sans dire fait oublier Crown Jewel, parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé autour du ring, ça l'a imbriqué ce qui s'est passé à Crown Jewel beaucoup plus facilement dans l'organigramme. Puis mettons qu'on commence avec comment SmackDown a commencé. Brock Lesnar, de retour en Amérique, est fâché et décide de pacter ses petits, s'en va à Raw pour chasser du Rey Mysterio. Donc, on clôt le chapitre Cain Velasquez qui s'est un match horrible à Crown Jewel. Donc, on passe par-dessus ça. Ça semble-t-il qu'il était blessé en faisant son match. Donc, mais il le savait déjà. Donc, pourquoi tu fais ça? C'est un autre enjeu. Tu sais, regarde, c'est des combats d'exhibition en Crown Jewel, on s'en fout. Ça a duré 2 minutes, c'était mauvais. Mais là, tu as Brock qui arrive à SmackDown. Et il est au-dessus des règlements et de la perméabilité entre les deux brands, visiblement. Donc, lui s'en va, devient le champion de Raw et part à la chasse de Rey Mysterio. Ça, c'était probablement un peu prévu, parce que lui était de retour, il était là comme prévu, puis si on a fait un autre changement de titre, c'est parce qu'on prévoyait basculer une ceinture d'un côté ou de l'autre. Semble-t-il, en fait, que c'était censé être annoncé à l'émission de René Young, à FS1, j'ai oublié son titre. Là. Backstage, je pense. WWE Backstage, qui d'ailleurs a attiré 49 000 personnes de code d'écoute, c'est absolument catastrophique. Donc oui, Fox doivent être un petit peu déçus, en fait, de l'attrait de tout ce qui est WWE auprès des foules, là, parce que ça lève pas. 49 000, là, c'est le 4e sous-sol. Tu sais, pour nous autres au Québec, c'est comme, c'est un bon chiffre, c'est un succès. Non, le Fox est dans... Ben, c'est FS1, c'est pas Fox. Quand même, mais c'est le marché des FS1 États-Unis. est dans 60 millions de foyers, je pense, quelque chose comme ça. C'est une chaîne importante aux States, FS1, donc c'est l'équivalent de rien mettre à la télé. C'est ça. Comme c'est le idle number, là, comme il y a des télés d'ouvertes dans les salons de personnes regardent, là, c'est ça, le backstage avec René Young. Tu sais, juste se donner une comparaison, là, je voyais justement récemment une vidéo de Asuka qui fait cuire des nouilles là, sur YouTube. 100 000 personnes ont vu ça. 49 000 regardent l'émission à FS1. Donc, d'ailleurs, ça met les choses en perspective. La chaîne YouTube d'Asuka, c'est génial. Ça fait un mois ou deux, je pense qu'elle a lancé ça, puis c'est l'affaire la plus weird qu'elle a jamais faite, mais c'est pas de la lutte, zéro une barre. Il y a quelque chose de fascinant chez elle, un peu magnétique. C'est le fun parce que cette personnalité-là n'était pas nécessairement mise en valeur dans le produit de la WWE, donc c'est le fun de voir les lutteurs qui prennent par eux-mêmes les moyens pour briller. Ouais, ben, elle l'a fait dans le fond comme Xavier Woods avec son hop-up down. Je vais faire un truc qui me parle. Et tu sais, on va faire un aparté YouTube de Asuka. C'est la première fois en Amérique qu'on voit son héritage japonais. Tu sais, oui, elle a la parole, les masques et tout ça, mais là, tu regardes ça, puis tu as l'impression de regarder là, comme dans Lost in Translation, là, les game shows asiatiques. C'est vraiment trop intense. Puis pas caricatural, genre, c'est Katen Nowhere et des mangas. Non, c'est avec ça qu'elle a grandi. C'est ça qu'elle a aimé regarder. Il y a un équivalent de YouTube au Japon dont le nom m'échappe. Donc, elle a pigé dans ça, ce qui lui parlait, puis elle a décidé de le faire sur YouTube avec son... Mais c'est pas son personnage, c'est elle. Puis tu sais, elle cuisine des nouilles, elle joue aux jeux vidéo, elle essaie de monter des meubles. C'est juste le fun, c'est charmant, puis il y a des émotions partout. Ben oui, elle est super attachante. Donc ça, c'est un projet complètement en aparté. Puis c'est pas oublier qu'elle a jobé à Raw aussi, mais ça, on va y arriver tantôt. Donc tu sais,
Pourquoi on t'a rebouti sur HK sur YouTube? On parlait des mauvaises cotes d'écoute de FS1. Oui. Puis parce que c'était là qu'était censé être annoncé la transition de Brock Lesnar de SmackDown à Raw. Mais bon, là, un peu en panique, ils ont ouvert l'émission de SmackDown avec ça. Et force est d'admettre que tu regardes le roster de SmackDown présentement, tu pouvais te dire au moins avant, au moins ils ont Brock Lesnar, qui est quand même un gros nom, mais là, de remplacer Brock Lesnar par Bray Wyatt, The Fiend, bon ok, The Fiend est rendu champion universel là, à cause de Crown Royal. ça paraît que je préfère boire que d'écouter de la lutte en Arabie Saoudite. C'est ça, à Crown Jewel. Mais je pense clairement pas que Bray Wyatt va avoir le même pouvoir d'attraction auprès des fans casual. Qui est probablement le public que justement Fox essaye d'aller chercher. Donc, c'est ça. Bonne chance à SmackDown. Mais peut-être que les fans casual vont embarquer aussi dans le Funhouse. Puis peut-être. Ça va peut-être redonner une couleur différente à l'émission. Funhouse qui ont fait brûler, mais qui finalement n'est pas brûlé. Même Seth Rollins l'a admis en ondes. Je savais que ça allait repopper. C'était juste, il fallait que je le brûle, mais je savais que ça n'aurait pas de conséquences. Pourquoi tu l'as fait d'abord? Tout ça est un fiasco, by the way, mais c'est ça qu'ils nous ont vendu comme salade pour faire le changement de titre à Crown Jewel. Donc, c'est pas arrivé à LNSL, c'est arrivé là. Je n'ai pas vu le combat, pour être bien honnête. J'ai juste vu la fin, mais de ce que j'ai compris, ils ont vraiment joué la carte de Fiend et indestructible. Là. Bon. Il brûle, puis il se fait faire tout ce qui est possible, puis finalement, il se relève 2 secondes après. Ce qui, tu sais, c'est que c'est correct. En fait, il se peinture un petit peu dans un coin parce que ça fonctionne un peu avec l'espèce de mythologie qu'il essaie de nous présenter de ce personnage-là depuis le début, sauf que comment tu fais pour le faire perdre éventuellement? Je veux dire, là, il est champion, OK, fine, mais j'ai de la misère à imaginer à quoi ce règne-là va ressembler. Je pense qu'on va voir beaucoup de promos, en fait, dans le Firefly Funhouse et on va voir The Fiend très rarement dans le ring, un peu comme c'était le cas, en fait, avec Brock Lesnar. On se plaignait que Brock Lesnar était un champion absent. Je pense que ça risque d'être assez semblable avec Bray Wyatt. Du moins, on va le voir à l'écran, mais dans le ring, il sera pas absent. Il n'y a pas besoin de lutter pour être là. Comme toute la construction avec Seth Rollins, c'était des interventions, des jeux de manipulation, des jeux de lumière. Donc, si c'est ça, à la limite, son règne, puis qu'il défend la ceinture 4-5 fois d'ici, mettons, le Royal Rumble, je suis pas si contre l'idée. Parce que de toute façon, un des gros défauts qu'on a à Raw et SmackDown, c'est qu'on revoit toujours les mêmes combats tout le temps. On fait perdre les champions pour construire un combat de championnat. C'est comme, non, tenez-le loin. Je l'ai dit en joke tantôt, HK a jobé dans un match par équipe à Raw. C'est des championnes par équipe. Ils sont pas supposés perdre contre d'autres équipes. Encore moins quand une des deux est l'aspirante au championnat féminin après. J'ai comme, arrêtez de faire perdre vos champions. Donc là, si The Fiend est le seul qui est un peu protégé de tout ça, ben ils vont peut-être le comprendre que ça a un taux de succès, comme ton champion va se grossir s'il arrête de passer pour le dindon de la farce à toutes les semaines. Seth Rollins, c'est ça qui est arrivé. Sa balloune a dégonflé complètement parce qu'il perdait, il avait l'air d'un peu heureux, il disait n'importe quoi, des longues promos de 20 minutes qui menaient à nulle part. Tu sais, on a la compétition, là. On a All Elite qui nous montre quoi faire pour rendre des choses intéressantes. Quand il y a une promo, il y a une promo. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu sais, t'es pas obligé de tout le temps avoir un segment parlé de 15 minutes pour nous raconter une histoire. Des affaires qui se passent dans le ring, des affaires qui se passent en coulisses, des vignettes. Et on est dans un moule à la WWE où on est prisonnier de nos mauvaises habitudes. Comme si les promos souvent servaient juste à répéter des mêmes lignes qu'on espère faire imprimer sur des T-shirts pour vendre plus de T-shirts plutôt que de raconter des histoires. Tu sais, on l'a longtemps dit un peu à la blague. Les promos de 20 minutes ne servent que pour la vidéo qui va être produite pour promouvoir le combat. Donc, ils vont prendre le meilleur 30 secondes. Mais donne-moi juste ce 30 secondes-là, si c'est ça, tu sais. Tout le reste ne me sert à rien. Puis fait lutter les lutteurs qu'on voit jamais, puis qui insufflerait un vent de renouveau. La preuve, c'était SmackDown. Parce que là, SmackDown, c'était beaucoup de lutte. À part Brock qui est venu bouder puis s'en aller. C'est les gars de NXT qui sont arrivés. Ils se sont soit présentés brièvement comme Ciampa avec le segment de Miz. Ça a débouché par un combat. Puis Tommaso Ciampa a eu l'air d'1 million de dollars. Il a super bien sorti. Et sinon, t'as Adam Cole qui a à peu près rien dit à part boom puis baby.
C'est tout ce qu'il a dit. Puis c'est quand même le winner de SmackDown parce qu'il a battu Daniel Bryan. C'est sa semaine, là, je veux dire. Il était dans le main event de SmackDown qui a gagné, il était dans le main event de Raw. On voit aussi les différences de booking entre Raw et SmackDown. On disait que Triple H avait probablement plus à voir dans le booking de SmackDown. On finit ça clean, victoire de Adam Cole, alors que à Raw, on n'ose pas aller là. On fait un match qui se finit finalement par une espèce de par une disqualification, par une mêlée générale. C'est décevant, la fin de Raw, alors que justement, la fin de SmackDown s'est terminée avec une espèce de high, de sentiment de « Wow, je viens de voir quelque chose de vraiment cool, d'inhabituel. » Ben, tu sais, SmackDown, c'était le « Oh, OK, NXT débarque, bonsoir. Puis Raw, c'était comme « J'ai réchauffé mes restants au micro-ondes parce que je veux pas y jeter. Puis on me les resserre. » Donc, tu sais, c'est encore là une mauvaise habitude puis d'être imprimé dans ses vieilles pantoufles. Mais si on essaye de pas comme tuer tout de suite le momentum, là, on a présenté les lutteurs de NXT à peut-être un auditoire qui les connaissait moins. Puis on parle d'Adam Cole qui a bien paru. Je tiens à dire aussi que Shayna Baszler a particulièrement bien paru. Dans SmackDown, vendredi, elle arrive pour comme sacrer une volée. Je pense que c'était à Bayley, en fait, à laquelle elle s'est attaquée. Alors là, super forte. Et son segment backstage avec Becky Lynch à Raw lundi, c'était Hot Fire. La tension entre les deux était absolument fantastique. Et on sait que Becky est bonne en promo. Elle crève l'écran. Et Shayna Baszler se défendait bien dans cette dynamique-là avec elle. Même dans la production, il y avait quelque chose d'un petit peu différent de ce à quoi on est habitué dans le chant contre chant. C'est des petits détails, mais il y avait quelque chose de frais dans ça. Donc, moi, je suis comme vraiment hype par rapport à Shayna Baszler lors de Survivor Series. On a souvent dit, bon, peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps qu'elle est championne à NXT, mais si en bout de ligne, ça nous permet d'arriver à des moments comme ça, ben tant mieux de l'avoir gardée en place. Ben surtout ça. Puis là, ils se sont souvenus pour un miracle quelconque, que Shayna Baszler est BFF avec Ronda Rousey. Puis il y a un précédent entre Ronda Rousey et Becky. Donc, c'est brillant. C'est comme, OK, vous nous l'avez fait l'année passée, utilisez-le. Les Horsewomen contre les 4 filles de MMA. Tu sais, là, c'est comme, bon, là, vous l'avez l'occasion, puis c'est correct. Mentionnez, ça lui donne une motivation. Parce que Shayna Baszler n'a pas de raison d'aller à Raw SmackDown pour défendre les couleurs de NXT. Elle s'entorche, là. Mais si c'est pas, hey, je m'en souviens de ce que tu as fait à Ronda, je suis là, je suis pas loin. Oui. Donc, tu sais, t'as enfin un peu de conséquences dans ce qui arrive. Bon, là, Bayley se fait un peu tasser parce que c'est juste trop hot entre Becky et Baszler, mais elle va quand même être dans le combat au Survivor Series. Il reste encore, 2-3 semaines, j'imagine, avant le gala. Ouais, chose genre, il me semble que c'est à la fin de novembre, Survivor Series. Donc, tu sais, l'aspect guerre de brand, c'est pas intéressant. Mais si tu es capable d'imbriquer des histoires intéressantes dans ça, donc là, le volet féminin va bien. Les 2 championnats du monde vont être écartés de tout ça, mais ils vont peut-être faire de quoi avec le championnat intermédiaire qu'ils ont annoncé probablement avec la ceinture nord-américaine intercontinentale des États-Unis. Mais ils parlaient de peut-être changer un des champions pour faire du sens. Là. Je ne sais pas pourquoi. Là, on aurait Nakamura contre Roderick Strong, contre AJ Styles, donc peut-être dégager AJ de ça ou pas. Donc, tu sais, là, au moins, ça, c'est installé. Ça, il y a une conséquence à ça, c'est logique. Mais là, en plus, l'invasion de NXT a fait découvrir justement Adam Cole, qui est sorti comme une tonne de briques. Et là, tu as même eu des vieux... Des vieux de la vieille, je veux pas dire des vieux débris, là, mais je vais le penser bien fort, qui suggéraient, c'est Superstar Billy Graham, qui avait suggéré à Adam Cole de faire des stéroïdes parce que c'était honteux d'avoir un champion aussi petit. Dans un très long post Facebook, le genre, voyons, Vince, brother, comment ça? Puis c'est comme, va mourir de chez vous dans ton coin. T'as-tu pris la peine de regarder le match qu'ils ont offert? Là? Je veux dire, c'était magnifique. Là, puis, je veux dire, la feuille de route d'Adam Cole jusqu'à présent là, est presque irréprochable. Là, donc, ouais, fuck you, Superstar Billy Graham. C'est bien beau. Là. Oui, il est petit puis tout, mais regarde, là, lui, à 65 ans, il va être capable d'attacher ses souliers tout seul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va pas mourir une crise cardiaque à 49. Oui, là, c'est ça. C'est vraiment... Tu sais, ce qu'on n'a pas besoin dans le panorama actuel, c'est d'avoir des vieux gars sur le juice qui c'est comme j'ai plus d'argent qui rentre, moi, je vais m'en tirer l'attention. Donc, tu sais, ça, c'est non. Ça, c'est non. Adam Cole, le monde ont embarqué à fond. Undisputed Era, ça marche. Ciampa contre The Miz, c'est comme, OK, allô, là. Ciampa aussi, il est pas grand, là. C'est
pas grave, on s'en fout, ça fonctionne. fait de la bonne lutte. Mais oui, puis là, ça donne juste le goût aux gens de s'intoniser NXT, parce que l'invasion a continué NXT, on l'a pas vu évidemment, parce qu'on n'a pas la diffusion. J'ai vu des extraits un petit peu. En oui. fait, là, si vous êtes vraiment impatient les mercredis soirs de voir qu'est-ce qui se passe à NXT, mettons, vous écoutez AEW à TV, puis vous avez comme un ordi, une tablette à côté, allez sur Reddit, Squared Circle, puis tu sais, souvent, là, en temps réel, presque quand il y a des moments importants, des moments marquants, ben, vous allez déjà avoir les extraits vidéo, puis vous allez pouvoir compléter le lendemain. Et là, ça faisait comme 10 minutes que 20 heures étaient passées, et déjà, on avait l'ouverture là-bas de NXT, et l'émission commence. En fait, et ça, c'est drôle, parce que ça fait un peu écho à quelque chose qu'on disait il y a comme 2-3 semaines. C'est le fun quand l'émission commence, puis on est déjà en plein milieu de l'action. Là, NXT, l'épisode a commencé, et aussi avait déjà sacré une volée à Undisputed Era. Il arrive donc sur le ring de Full Sail University. Déjà de voir AJ Styles dans ce ring-là, il y avait quelque chose d'excitant. Je le sais que du côté de AEW, c'était le Go Home Show avant leur prochain pay-per-view qui a lieu samedi. Donc, on avait envie d'écouter ça, mais NXT a quand même bien tiré son épingle du jeu pour créer un véritable dilemme, surtout chez les téléspectateurs américains qui, eux, ont le choix juste de switcher à TV de voir, deux postes. Si ça va faire bouger l'auditoire un peu, parce que le début était hot. On finit avec Finn, on finit avec le bordel. Donc, c'est des noms que les gens connaissent. Et on finit avec non seulement Finn, mais avec Finn et AJ Styles qui teasent une espèce de réunion du Bullet Club. Peut-être pas réunion, mais du moins qui font un clin d'œil à ça. Et d'ailleurs, c'était une grosse semaine pour le Bullet Club, parce que si tu regardes, dans le fond, Raw, SmackDown, NXT puis AEW, les 4 émissions sont finies avec genre des ex-membres du Bullet Club qui ont eu l'air de valoir comme $1 million. Donc, ça fait réaliser en fait l'importance que cette faction-là a pris dans le monde de la lutte là, depuis peut-être une dizaine d'années. Je sais pas, ça fait combien de temps que ça a commencé, le Bullet Club, à peu près ça? Là, c'est, mettons 7-8 avec justement Finn Balor à l'époque, puis Carl Anderson, qui était les OG. C'est ça, mais tous les gens qui sont passés par là ont fini par vraiment devenir importants dans l'écosystème de la lutte. Peut-être moins Carl Anderson puis Luke Gallows, quoique, selon ce que j'ai compris en écoutant SmackDown ou Raw, ils ont gagné le concours, l'espèce de match Crown Jewel, du meilleur tag team in the world. Donc, au moins, ça leur donne un petit quelque chose pour leur donner une crédibilité de plus, même si on s'entend que ça ne vaut pas grand-chose, ce titre-là. Mais, on se plaignait que après une grosse première semaine, là, quand ils sont arrivés avec la gimmick de OC, ça avait l'air vraiment cool. Après ça, ils ont juste jobé. Donc, on avait l'impression que c'était encore une occasion manquée. Mais non, finalement, peut-être que... En tout cas, peut-être que ça va durer juste une semaine. Regarde, mais ils vont recommencer à perdre. Il y a encore la volonté, peut-être, on l'espère, de faire quelque chose avec eux autres. Non, mais tu sais, à blague à part sur DOC, qui sont toujours un peu les taouins de service, Finn Balor, c'est brillant qu'il ne l'implique pas dans le NXT contre tout le monde. Il est là, mais lui, il est là pour Adam Cole. Donc, tu sais, il se tient pas loin, mais il s'en mêle pas. Il est un peu un agent trouble ou un agent libre. Tu sais, comme il a basculé d'une émission à l'autre, donc il s'en permet. Donc, non, cette utilisation-là est brillante et on se demande qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses. Oh my God, un run-in! Bon. Un run-in de François. Non, ça, c'est ce qui est là. Amène-toi. What the fuck? Oh, salut! Que vous m'avez laissé tout seul là-bas. Vous autres, là, le petit paquet tout, là, le top tout, vous avez pris votre jet privé, puis moi, on m'oublie. On me laisse là. L'aéroport d'Hochelaga était enseveli sous la neige, puis il y avait un bris mécanique. T'étais pris. Monte ta chaise, t'as l'air d'un nain. T'as l'air d'un nain. J'essaie depuis tantôt, puis elle est brisée. T'as l'air d'un nain. Ben oui, mais brise pas en magie, j'essaie de pas en parler. Moi, je vais le dire. C'est parce qu'il y a à peu près comme 200 livres de plus que toi, là, fait que la chaise n'est pas habituée pour ça. Oui, puis je l'ai brisée. Là, vous êtes naïf, je vous écoute depuis tantôt. SmackDown, c'était pas un show de Triple H. Vous vivez dans un monde de farfadets si vous pensez que c'est un show qui avait été booké par Triple H. Ça donnait cette impression. C'est un show de Vince McMahon qui a utilisé ce que Triple H a fait. Les forces, puis justement, mais c'est Vince. On peut pas donner le crédit à Triple H pour ce show-là. C'est tout. Vous êtes rendu où? Hey, j'aimerais ça dire que je suis content de te voir, mais bon. Moi, je suis bien content. Non, on est rendu à parler de lutte. Là. Ouais, je pense que c'est pas mal dans notre heure du jour. On parle de lutte. On est rendu un peu à NXT le mercredi. On fait du back and forth avec Crown Jewel parce qu'on veut pas trop en parler. Raw aussi était assez bof.
Là, grosse soirée hier encore. Là. Ouais, mais c'est ça, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais... C'est ça, je pense qu'on pourrait parler de on est AEW mercredi. Parce que là, toutes les fois qu'on arrive où on se dit, bon, tu sais, Crown Jewel, c'est la plus grosse affaire, il n'y aura rien de plus gros que ça. Là, tu te dis, wow, OK, une invasion à SmackDown puis à Raw, c'est gros. Puis là, on a encore levé la coche. Mercredi reste la meilleure soirée de la semaine, pareil. Ouais, ça, c'est clair. Puis là, 2 gros shows. Le Go Home Show du côté de Dynamite, qui ça a brossé fort aussi. Là. Soulignons la qualité des promos de Cody et de Chris Jericho. Donc, la vidéo de Jericho, c'était parfait. OK, on commence avec ça. Donc, si vous suivez justement AEW depuis le début, ça fait quoi, comme 4-5 semaines à peu près qu'ils ont des émissions hebdomadaires, on peut se souvenir d'un vidéo package un peu semblable de Cody, qui commence avec Cody, qui est un peu dans sa tête, puis là, t'as Brandy Rhodes qui arrive dans la cuisine, puis là, il parle des affaires, mais tu vois qu'il écoute pas, puis il va donner un petit bec sur le front, puis il s'en va faire ses affaires, et là, le vidéo package de Chris Jericho commence un peu de la même façon, il est dans sa tête, t'as Sammy Guevara qui vient lui parler, genre lui offrir 2 sortes de bubbly, puis Chris Jericho, il va lui donner un petit bec sur le front, puis s'en aller, puis après ça, t'as des intervenants. La grosse parodie tout le long. Ça, là. Genre l'ami d'église de la tante de Chris Jericho qui dit dès l'âge de 6 ans, je savais que Chris Jericho était destiné à devenir champion de la AEW. T'as Sammy Guevara qui va dire Jericho est dans son prime à 48 ans, c'est le plus jeune champion de l'histoire de la AEW. Exactement. Plein de bubbly. Il est comme le pain à l'ail, le pain à l'ail au Olive Garden. Il y en a à l'infini. Quel autre? Virgil qui est là, qui joue. Virgil, le slave / servant, comme dans le temps. Je sais pas c'est quoi le GOAT, parce que je suis pas un farmer, mais je sais une chose. Chris Jericho, c'est le greatest of all time. C'était parfait. Puis Jack Hager qui est là juste pour regarder la caméra sans rien dire. Donc, vraiment, vraiment excellent. Puis, ça, c'était le côté un petit peu comique. Et de l'autre côté, t'as Cody dans le ring qui fait comme une solide promo qui fait écho justement là, à celle de la semaine dernière ou il y a 2 semaines quand Jericho l'avait traité de millennial, entitled millennial bitch, le truc du genre. Là, il revient sur ça. Ça nous fait aussi réaliser que ça en permet plus du côté du langage. Il a utilisé goddamn, qu'on n'est pas, disons, censé entendre à la télé américaine. Il y a eu Cowboy Shit aussi la semaine passée de Adam Page. Donc, tu sais, c'est des petits détails, mais ça montre qu'il y a vraiment une volonté de donner un produit un peu plus edgy, ce qui est réclamé par les fans de lutte depuis vraiment longtemps. Ouais, mais c'est edgy sans être Attitude Era. C'est juste PG-13. C'est des ados qui nous regardent, puis on va leur donner du stock un peu plus adulte. C'est pas Bobby Lashley qui masse les mollets de Lana. Ça, on n'en parle pas. Ça, je suis blessé à l'aine parce que j'ai fait des affaires sexuelles. Non. Ça, c'est non. C'est non. Donc, AEW s'adresse à une auditoire adulte, puis là, Cody met une conséquence sur la table. Si je gagne pas, ben j'irai plus chercher cette ceinture-là. Je serai pas ce dirigeant-là qui va aller tout le temps vers le championnat de ma fédération. Si je perds, that's it. Donc, il y a un enjeu. On dit tout le temps qu'il n'y a pas assez d'enjeux dans les constructions narratives. Là, non seulement tu as le championnat All Elite, mais tu as aussi Cody qui se met carrément la tête sur la bûche. Où ils vont aller avec ça? Dieu seul le sait. Il va peut-être la gagner straight up, puis ça va être une autre façon de le construire. Ou, justement, c'est peut-être là que MJF va le trahir. Ou, il y a de dire à avoir des renforts depuis le début de toute cette histoire-là. Il va y avoir juste d'autres mondes qui vont se rajouter au Inner Circle. Puis là, ben, Cody va juste se faire tasser. Tous ces scénarios-là sont bons, puis ça sera même pas l'événement principal de Full Gear. Ouais, c'est ça, parce que ça la beauté de la chose. Là, on commence à en entendre parler. On va... Probablement parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a le combat entre Jon Moxley puis Kenny Omega a été annoncé comme étant un dark match là, qui ne sera pas sanctionné. Donc, dans la logique des choses, on fait ça à la fin. Genre, une fois que le gala est terminé, on ferme les lumières puis on les laisse... on les laisse aller. Donc ça risque d'être l'événement principal. À l'extérieur de la sanction. Puis on voyait dans le brawl final de Dynamite... T'étais pas pogné, moi. Je viens de me voir. Là. Pas vraiment. Mais on a vu que, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de tensions entre les deux depuis quelques semaines. Et là, aussitôt qu'ils en sont venus au coup, là, la foule a explosé. Et d'ailleurs, par rapport à ce brawl-là, tu sais, t'as eu Raw qui s'est fini avec une espèce de gros brawl. T'as NXT aussi qui s'est fini avec un gros brawl. Gros brawl. Mais, tu sais,
surtout celui de Raw, là, c'est un peu de confusion pendant 5 minutes. Là. Du monde qui se tapoche dans toutes les bars, dans tous les sens pendant 5 minutes. Alors que la fin de Dynamite, c'était aussi un gros brawl, mais qui a été fait de façon intelligible avec différentes étapes. Et on a réussi à raconter une histoire à travers ce brawl-là. Donc, encore une fois, AEW qui montre qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font et qui prennent pas les fans pour des caves. Et ça, on les en remercie beaucoup. Ouais, mais AEW avait pas Keith Lee qui faisait des flips. Ouais, ça, c'est Enfin, c'est les gens ont vu Keith Lee. Ça fait des années que j'attends ce moment-là. Comme, bon, vous savez, c'est qui à cette heure Keith Lee tripait dessus? Il est cool. Mais bon, ils font juste l'utiliser comme un gars de 300 livres qui fait des flips. Là. À un moment donné, ils vont comprendre que Keith Lee est vraiment très bon, même dans les brawls. Donc, All Elite s'en va vers ça. Et là, on a Full Gear. Three-way dance pour la ceinture par équipe. Ça Faut vient pas d'être oublier, ça a ajouté. été rajouté. Lucha Bros contre So Called Uncensored contre Private Party qui vont juste être là pour manger des volets. J'imagine ils vont revoler de tous les bords, de tous les côtés parce que les gars de Lucha Bros ils vont pas les épargner juste parce qu'ils sont là. Ça va être tout un show samedi. La veille, ils vont pas s'être battus IWS en plus. Private Party est à la IWS vendredi soir contre TDT. Donc eux autres aussi vont aller prendre un avion en espérant qu'ils seront pas retardés pour retourner aux Prise États-Unis. en otage par le gouvernement canadien. Oui, le méchant gouvernement partagé entre Trudeau et les conservateurs va retenir Private Party à l'aéroport. Et autre combat par équipe, les Bucks vont affronter les anciens LAX. Proud and Powerful. Proud and Powerful. Ils ont utilisé ça aussi un petit peu pendant l'émission. Sinon, championnat féminin. C'est pas les championnats féminins. Rio contre Emi Sakura. Encore là, on apprend à les connaître. Rio, on l'a vu un petit peu. Sakura, encore moins. Ça pourrait être le combat de la soirée, comme ça peut être un combat moins intéressant, mais regarde, au moins ils sont là, ils ont une belle place sur la carte. Puis à toutes les fois, ils ont réussi à aller chercher une réaction de la part de la foule. Ce qui est un peu, je pense, présentement, le target dans leur cas, c'est justement, on veut créer quelque chose, on veut faire connaître des nouveaux noms, des nouveaux gens. Puis juste le fait qu'il y ait une réaction positive à toutes les fois, puis que ça monte tranquillement, c'est bien. On va continuer d'établir ces nouvelles vedettes-là dans la division féminine. Ça prend justement une championne forte avec une division autour. Fait que moi, là, personnellement, à Rio, je suis pas encore super convaincu de. C'est un bon combat de championnat, mais regarde, on va lui laisser la chance. Il y a Britt Baker est sur la carte aussi pour continuer à monter ça. Et on a un retour de Paige contre Pac. Le bâtard de Pac qui est sur la carte aussi. Donc ça aussi, ça pourrait voler le show. Donc samedi soir, le gros pay-per-view de Full Gear. Sur le coup, je me suis dit quoi, ils vont avoir un match de Paige genre This is my house contre Pac. J'ai perdu un petit bout. Mais non. C'est Adam Page. Elle est de retour. C'est ça. Championne féminine dans l'Elite Wrestling. Elle a fini par se nettoyer les yeux après avoir reçu du verre dedans. Seigneur. Seigneur. Là, avec tout ça, là, on n'a même pas parlé. On a skippé NXT mercredi soir parce que NXT aussi a sorti les gros guns. Là, on continue de setter War Games, premièrement. Parce qu'on a parlé des brawls au début puis à la fin de l'invasion. Mais on n'a pas parlé des histoires de NXT parce que NXT continue d'exister. C'est pas juste l'invasion. Puis là, on a eu droit à un moment avec deux des principaux leaders du Bullet Club. Fait que là, finalement, est-ce qu'on va faire quelque chose entre DOC et Finn Balor? Mais en tout cas... Ça, on en parlait justement quand t'étais ici. Mais oui, effectivement. Je pense pas que ça va mener à quoi que ce soit, mais c'était quand même un moment excitant. Répète-le pour moi. C'est pas grave si le monde a entendu. Moi, je veux savoir. savoir. Ils font le clin d'œil que ça existe. Ils font pas comme si c'était jamais croisé. Regarde. Voyons pas les influences, mais sur Twitter, t'as justement Gallows ou Anderson qui a dit à Finn, t'étais où tout ça là, vierge? T'attends que tu reviennes. Donc, tu sais, au moins, il arrête de faire comme si on le savait pas. Là. C'est comme c'était niaiseux. Tout ce qui est existé à l'extérieur de la WWE, c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai, c'est arrivé. C'est for life. Fait que là, les noms aussi dans le Wargames féminin sont sortis. Il y a Team... C'est Team Rhea Ripley avec J'espère que t'en parles pas, mais je m'en souviens plus. Candice, puis... non, c'est pas Mia. C'est pas Belair? Non, Belair est dans Team... Je sais que Dakota Kai a été exclu, mais je me souviens pas c'est qui les participantes. Donc, parce que c'est Yo... voyons. Shayna, Yo, puis Belair dans l'équipe des méchantes. Ah, ok. Puis, écoute, j'ai oublié une fille, peu importe, mais en tout cas, ça, c'est annoncé. Puis là, détail intéressant, Cody avait copyrighté un match que j'oublie le nom qu'il y avait donné,
qui n'est pas War Games, parce que War Games est copyrighté par la WWE, Ils ont acheté ce droit-là. mais c'est un concept, ça, qui vient des Rhodes, qui vient de son père. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une version All Elite d'un Wargame qui s'en vienne bientôt. Là. C'est dans l'ADN de cette fédération-là. Puis, écoute, ils vont peut-être pas faire les deux cages collées parce qu'à un moment donné, on va juste les taxer d'imitation, mais ils vont trouver une twist. Pour avoir justement The Inner Circle contre The Elite, contre l'entourage. Tout est là pour le faire. Puis dans les années 80, c'était de shit, là. Fait qu'ils vont le faire. La cage à 3 étages qu'il y avait dans le film, là. Dans le film, Three Stages of Hell, Three Stages of Doom. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'amener? Écoute, réécoute les combats que ça a donné, puis tu vas avoir toutes les réponses à tes questions. Il n'y en avait pas un avec une chaise électrique là, dans un gala. Ça, c'était une autre affaire. Ça, c'était fallait que tu électrifies les gens dans le cas. Il y a le Punjabi Prison aussi, que je suis sûr qu'il pourrait vendre. On serait dû pour un Punjabi Prison match. Un petit retour de Great Khali, là, me semble, ça ferait du bien au produit de la WWE. On serait dû. Ouais, Great Khali à AEW, quelle acquisition majeure ça serait? Le live. Je capote. Puis pour finir par rapport disons, au match final de NXT, j'ai pas eu l'occasion de voir le match dans son intégralité, mais j'ai vu une séquence de Matt Riddle absolument sensationnel. Il y avait eu, il y a de cela peut-être 3-4 ans, c'était quasiment devenu un meme là, dans la communauté de la lutte, un hot tag de Cesaro dans un match, là, comme il y avait comme à peu près une douzaine de personnes, et Cesaro part sur un rampage, là, il fait comme 1000 prises une après l'autre, là, il court autour du ring, il pète la gueule à tout le monde, c'est comme vraiment too much, mais c'était vraiment divertissant. Et là, je pense que Matt Riddle, avec AJ Styles et Carl Anderson, nous ont monté la barre par rapport à ça. Là, je voulais envoyer tantôt en GIF. Peut-être qu'on pourra mettre le GIF sur le Facebook du petit paquet. Là. Ça n'arrête pas. Tu fais, voyons donc. Donc, Matt Riddle, on savait qu'il y a du talent, mais on voit qu'on lui donne de plus en plus l'occasion de démontrer ce talent-là. Donc, il n'a pas encore été champion, lui, non, à absolument NXT. Pas. Il n'a rien gagné à NXT. Il a perdu ses chances nord-américaines. Puis il n'a même pas gravité autour du chemin NXT. Puis on le fait même pas graviter avec Undisputed Era. Dans l'invasion, justement, il était avec Keith Lee. Puis c'est qui c'était contre qui le face-off? Faut qu'il ait enlevé ses gogoons là, dans le ring. C'était Sami Zayn. Oui, c'est Sami Zayn. C'est ça. Keith Lee, Sami faisait à la gueule comme je suis un grand de l'NXT, puis je suis de votre bord, les boys. Puis le bro est arrivé, il a enlevé ses gogoons. Puis moi, j'adore ça, je m'excuse. Il rentre dans le ring, il flippe ses gogoons. Puis comme, ça s'en vient. Le seul défaut que j'ai à dire par rapport à Matt Riddle, c'est que ma blonde le trouve pas mal de son goût. Fait que, genre, garde tes distances. Le bro, je pense qu'il y a beaucoup de succès avec ses dames. Donc, on ne dit pas le Arrival. Ils ont fait une série d'épisodes avec les débuts de Matt Riddle, avec sa famille NXT, comment il s'installe, avec ses enfants. Je pense que tu vas perdre Amélie. Parce que là, il est non seulement beau, mais il est comme attendrissant. Mais je sais qu'elle l'a déjà stalké parce que l'autre jour, on écoutait NXT, puis là, on voit une shot de la foule. Elle fait comme c'est la femme à Matt Riddle. Je suis comme, comment ça, tu sais ça, toi? Elle a fait ses recherches. Elle attend juste que la compétition s'en aille. C'est comme quand elle est avec Benjamin Toll. T'es toujours en danger de perdre Amélie. C'est ça. Justement, je suis content que tu es là, parce que vous n'avez pas parlé du plus gros événement qui est arrivé dans les 2 dernières semaines. Ouais, c'est ça, là. Il y a eu le temps de guérir. C'est plate. Parce que vous avez probablement vu les images sur notre page Facebook. C'était le lancement du nouveau livre de Mathieu que j'aurais voulu apporter, puis je l'ai oublié. Tu l'as pas, toi? J'en ai pas une copie. Moi aussi, je l'ai oublié. Dans la librairie maintenant. Pas fort. Maintenant en librairie, La lutte de Mathieu Poulain. Vous irez voir les dithyrambiques critiques qu'il a reçus dans Le Devoir. Un petit peu partout. Tout le monde est d'accord que c'est vraiment un excellent roman. Moi, j'ai une centaine de pages de lus. Là, puis moi, je suis d'accord. Puis j'adore ça. Et là, c'est ça, au lancement, Mathieu a peut-être un petit peu manqué de respect au monde de la lutte dans tout ça. T'sais, il a pris pour acquis qu'il pouvait juste s'insérer dans ce monde-là. Puis Benjamin Toll s'est pointé pour y montrer non, il y a des... Il y a des rites d'initiation dans la lutte qui sont nécessaires. Puis j'ai payé le gros prix, mais je suis content parce que ça m'a permis d'acquérir le respect de Benjamin Toll. Ça sera au moins ça de gagner. Cela dit, pendant une semaine après ça, j'ai eu vraiment la trace de sa main qui a changé de couleur, qui a viré au jaune, au vert un petit peu au cours de la semaine. J'avais des lésions cutanées également. Ça m'a quand même impressionné. Je m'attendais à ce qu'une shop de lutteur, ça fasse mal.
Mais pas à ce point-là. Je pense qu'il s'est vraiment gâté. Cela dit, t'as maintenant... droppé là, comme une feuille. Là, un sac de patates qui tombe, ça ressemble à ça. Puis, tu sais, ma mère qui vient de dire après, pendant la partie où tu insultais, j'ai eu envie de m'interposer entre vous deux. C'est comme, t'aurais-tu le faire? Ça aurait ajouté au moment. Et à tous les gens qui étaient sur place qui se sont dit, oui, c'est un effet sonore qu'on a entendu dans les speakers. Cette claque-là, non. C'était vraiment mon chest en feu. Pour ceux qui ont posé la question, on n'est pas allé défendre Mathieu parce que Benjamin Toll nous avait attaqué avant. On était déjà par terre backstage. Puis le message était passé. Tu as vu que l'autre auteur qui était là, Véronique Grenier, elle s'est tassée du chemin. Elle a compris. Ton éditeur s'est tassé. Tout le monde s'est tassé. Le message a passé. Don't mess avec Benjamin Toll puis les lutteurs du Québec. C'est quand tu penses que tu as des amis, tu réalises que c'est pas toujours le cas. On t'aime quand même. Merci. Puis parlant d'amis, puis parlant de lutte du Québec, énorme show vendredi. Ben oui, c'est ça, on en a parlé très brièvement là, que Private Party s'en venait au Unity, mais gros show, la IWS va faire sauter à la place. Ils sont sold out au Unity, donc peut-être qu'ils vont ouvrir des places dernière minute si vous vous pointez, mais a priori c'est sold out parce que TDT affronte Private Party, parce qu'on a Matt Angel contre le Crazy Manny, le propriétaire de la IWS. Dans un deathmatch. On a Benjamin Toll contre Matt Falco dans une guerre à finir d'anciens champions par équipe. Ils ont pacté le show. On va dire même. Si vous n'avez pas déjà votre billet, vous allez manquer quelque chose. Mais on va peut-être vous le présenter, saison de RDS 2. Hein? Je sais pas. Tout ça peut. Tout ça peut. On va peut-être avoir une intervention de Chris Jericho. On le sait pas. On sait pas. Tout ça peut. J'ai perdu mon coquelicot. Ciao, bye, le coquelicot. Je me souviens plus. Oui, close. Parlant de souvenirs, je pense qu'on a une minute culturelle. Parce que là, on n'était pas là la semaine passée. On a de la culture à rattraper. C'est ça. Tout d'abord, je tiens à l'annoncer formellement. Ça y est, j'ai fini, Madame Bovary. Donc, je me battais avec ça depuis un bon petit bout de temps. Spoiler alert, elle meurt à la fin. Je pense que... c'est une vraie madame, est-ce que c'est too soon? Je pense pas que ce soit too soon. Je pense que ça a été publié en 1848. Écoute, je voulais le lire, mais là, tu m'as enlevé l'intérêt que j'avais. Je savais déjà, anyway, qu'elle mourrait à la fin. Moi, tu me sauves d'avoir elle lire. C'est ça. Tu pourras le dire, tu pourras te faire le gars qui connaît son Flaubert en disant, oui, je l'ai lu ça, elle meurt à la fin. Cela dit, c'était pas ça ma minute culturelle. J'ai écouté peut-être les 2/3 d'une série, et là, ça va avoir l'air un petit peu bizarre. En fait, c'était l'Halloween récemment. Puis, on arrivait, moi puis ma blonde, à genre la limite de notre download mensuel. Donc là, on s'est dit, bon, on peut pas vraiment comme écouter du Netflix. Alors, ce qu'on a fait... Limite de download? On avait acheté, il y a genre, je sais pas moi, 7 ans, la saison 3 de American Horror Story. Tu sais, dans le temps que HMV, ça existait. American Horror Story. Mon Dieu, on vit en 2007 dans cette chronique-là. C'est complètement pourri, cette émission. Les premières saisons étaient pas pires, mais Coven, ça raconte des histoires de sorcières en Nouvelle-Orléans, puis c'est tout croche, mais c'est tu sais, des fois c'est un peu un cliché de dire too bad it's good. J'avoue que j'ai envie de voir où ça s'en va, mais c'est un fiasco total. Oui, en tout cas, c'est un fiasco total. Donc, je vous encourage pas à revenir 7 ans en arrière pour écouter American Horror Story Coven. Non. Je le fais pour vous, je me suis sacrifié. Mais la saison de cette année est bonne, par exemple. Ouais, c'est comme un hommage au slasher, je pense. Ouais. C'est un slasher movie méta. Ils vont d'un camp de vacances, mais il y a plusieurs tueurs en même temps. C'est juste bizarre. Mais limite de download. Si jamais vous n'avez pas dépassé votre limite de download... Parce qu'on est en 2019, tu sais. Écoutez Watchmen, par exemple. Ça, saison d'HBO, c'est quelque chose. Abonne-toi au câble first, parce que ta limite de download, elle sera pas postée. Je pense que j'ai eu une grosse update de Red Dead Redemption 2. C'est ça qui m'a... Beaucoup de pornographie ce mois-ci. C'est parce que le VR, ça gobe bien de la bande passante. Comment on peut continuer une émission après ça? Donc, tu sais quoi? Moi, je vais ramener ça vers ton livre parce qu'on l'a en photo. C'est ça la solution. Le livre à Mathieu est maintenant disponible. Il est là. Maintenant disponible en librairie un peu partout. Fait que, sérieusement, allez l'acheter. C'est vraiment très bon.
un de tes 2 meilleurs romans, je dirais, moi, que. C'est vrai, hein, Dottery. J'apprécie les bons mots. Top François. 2 facile. Top 2 Facile. Je suis d'accord avec ça. sans contredit. Puis sinon, malheureusement, le roman est toujours pas disponible sur iHeartRadio. Mais tu vas nous faire une version audio éventuellement. Ça serait pas pire. Tu vas nous lire ça avec ta voix sulfureuse. Ça me tente de jouer dedans, faire des personnages. Hey, moi, écoute, je pourrais faire le méchant. En plus, t'es dedans. Il y a Je suis très bon pour le méchant. un shout-out à toi dedans. Puis toi aussi, t'es là de façon un peu plus camouflée. Mais De façon camouflée. disons, je m'inspire de mon entourage. Bon, donc, en attendant que ce soit sur iHeartRadio, notre épisode va y être. D'ailleurs, détail technique, là, mais on va être plus présent que jamais sur iHeartRadio. Donc, soyez attentifs, abonnez-vous. Il y a une page Facebook, une application, c'est bien swell. Puis tout. Sinon, iTunes, Google Play, Android, fax. Allez achaler vos voisins si vous n'avez pas de download. Si puis prenez votre si Internet. Stéphane Morneau de 2002 pouvait voir le corporate sell-out que t'es devenu, là, ça serait l'enfer. C'est terrible. Hey, on finit ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On devrait être là tous les trois. Ciao.